Hello Caro. Salut, merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'être venue. Désolée pour cette arrivée fracassante. On en parle ou pas? On peut. Arrivée fracassante, oui. On va dire. Oui, je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Je me suis fait mal. Ouais, la pauvre, putain, vraiment encore désolée. Mais tu es là, elle est quand même là, je suis là avec nous. Est-ce que tu es bien d'ailleurs sur ce petit fauteuil? Je suis très confortable dans ce fauteuil. Trop bien. Devant toi, est-ce que les gens t'appellent Caro ou Caroline? Ils m'appellent Caro. Tout le monde t'appelle Caro? Oui. Même quand tu te fais interviewer, les personnes t'appellent Caro ou on t'appelle Caroline? Non, depuis que je suis beaucoup connue pour ma newsletter qui s'appelle Les Cryptos de Caro. Ouais. Et depuis ça, tout le monde m'appelle Caro. Bah ouais. Donc ça me va. Ok, franchement. alors je t'appelle Caro. Ouais, ça ouais. te va. Ouais, ça me va. Trop bien. Du coup, Caro, devant toi, alors je vais le prendre pour toi. Je vais pas te tordre. Donc en fait, chaque invité, toi aussi tu vas faire ce petit exercice, écrit un message à l'invitée suivante, mais elle ne sait pas qui tu es. Ah, c'est toi. Donc on sait pas, même moi je ne sais pas ce que c'est. J'aime bien le découvrir en même temps que l'invité. Donc ça peut être une phrase, ça peut être une question, mais tu vas nous dire ça du coup. Alors c'est Caro, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans la vie? Oh waouh. Oh waouh, hyper deep. Ah ouais. Qui a posé cette question? Ah ça y est, qu'est-ce qui me rend le plus heureuse dans la vie? Il faut que j'en choisisse que un, c'est hyper dur. Mais je vais dire, le soleil, ça me rend tellement heureuse. Je pense que j'ai ça parce qu'il pleut des cordes aujourd'hui. Mais quand il fait beau, ça me rend hyper heureuse. Je pense qu'on peut classer ça au top 3 des trucs qui me rendent le plus heureuse dans la vie. Et c'est quoi les deux autres? Et les deux autres, je dirais que ça me rend hyper heureuse de faire ce que j'aime pour vivre. Ça me rend très très heureuse. Et après, ça me rend aussi extrêmement heureuse d'être très bien entourée de gens que j'aime et qui m'aiment. C'est fou, c'est la thématique. Alors c'est très bizarre, tu sais, donc comme je te disais, on fait des sessions de tournage sur des journées ou des après-midi ou peu importe. Et c'est marrant parce que vous ne vous êtes même pas croisés. T'as aucune idée des échanges que j'ai eu avec les autres. Aucune. Et la thématique, il y a toujours une thématique centrale. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Et c'est quoi la thématique centrale? Et ben là, c'est les autres. L'entourage, le fait d'être bien entouré. Je sais pas, il y a un mood autour de ça. Je peux pas t'expliquer comment c'est possible qu'il y ait un fil conducteur alors que j'ai rien dit. Je t'ai même pas posé une question qui pourrait induire le truc, tu vois. C'est clair. Ouais, bizarre. Mais c'est bien, donc le soleil, ton entourage qui t'apporte beaucoup d'amour. Ouais. Et tu fais ce que tu aimes. Oui. Qui es-tu du coup, Caro? Qui je suis? Eh bien écoute, je suis une entrepreneure qui exerce dans le secteur de la crypto. Donc ça fait 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans que je suis dans le secteur de la crypto. Mais quand même. Ouais, alors 7 ans que j'investis en crypto et que je fais des analyses, que je me forme, etc. Donc que je suis analyste entre guillemets crypto, mais bon, pour moi. Mais ça fait 3 ans que je dirige ma boîte qui s'appelle Les Cryptos de Caro, qui est principalement de la vulgarisation crypto. Complètement. Et j'ai regardé ce que tu fais, franchement, t'es douée en com et tout pour transmettre les choses. Tes petites vidéos, elles sont vachement bien faites. Enfin, ça m'étonne pas que ça cartonne. Et je crois que ta newsletter cartonne de ouf, non? Ouais, ma newsletter, c'est la plus grosse en France sur les cryptos. Ça, c'est un sacré succès, j'en suis hyper contente. Et surtout, non seulement c'est la plus grosse en France sur les cryptos, mais en plus, il y a 45% de lectrices de cette newsletter-là. Donc j'ai un public mixte, ce qui fait qu'à moi toute seule, je suis capable de prouver que non, c'est faux. Les femmes s'intéressent à la crypto autant que les hommes. Jusqu'à présent, toutes les études qui ont été faites par des médias masculins, auprès de médias masculins, qui disaient qu'il n'y a que 4% des femmes qui s'intéressent en crypto parce que c'était leur audience féminine. C'est faux. And you can prove it. Ouais. Non, c'est intéressant. Et je pense que tu soulèves un vrai sujet, c'est-à-dire l'investissement financier en général. Comme quoi, on ne s'y intéresse pas, ou peut-être qu'on se sentait pas légitime de s'y intéresser. C'est plus ça, tu vois, comme c'était un univers très masculin. Mais je trouve qu'on s'y intéresse de plus en plus. Et les entrepreneuses, tu vois, ouais, totalement. On s'y intéresse à fond. Moi, perso, j'ai investi en crypto. Félicitations. J'espère que t'as besoin d'investir. Que dalle, j'ai investi... non, bien au sens de façon pertinente. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent. J'ai mis des billes dans l'Ether et dans le Bitcoin. Ok. C'est tout. Ok. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. C'est pas très risqué. Non, c'est très bien. Voilà.
C'est pas du tout risqué. Mais je te raconterai un petit peu, mais j'ai un lien particulier avec la crypto et je t'expliquerai pourquoi. Trop bien. Ouais, mais d'abord, on va parler de toi et je te ferai le petit lien tout à l'heure. Est-ce que ça te dérange, le monde de la crypto, que tu sois aussi reconnu dans ce milieu-là et que tu fonctionnes super bien? Ouais, Bah ouais, ah bah ouais. Ouais, ça dérange pas mal. Le milieu de la crypto, c'est un milieu qui est très très particulier, qui a des codes assez précis, qui vont être notamment qu'il faut être geek, c'est beaucoup des mecs, il faut pas se mettre en avant, et si jamais tu te mets en avant, il faut te mettre en avant d'une manière qui va pas donner l'impression que la crypto, c'est quelque chose de facile. C'est vraiment un club d'entre-soi où il faut garder le mystère autour de ça, il faut utiliser le jargon du club, il faut garder un petit peu ce truc-là entre nous. Enfin, l'idée, c'est un peu, en crypto, j'ai galéré pour rentrer dans ce secteur parce que c'est un milieu compliqué et donc je vais pas rendre le truc facile aux autres. C'est un petit peu ça qui règne. Et donc moi, je suis un peu à l'opposé de ces codes-là parce que j'utilise pas de jargon. Je vulgarise à l'extrême pour que n'importe qui puisse comprendre ce qui se passe en crypto et même sur les réseaux entre deux vidéos de chatons, tu vois. Et j'utilise le personal branding, c'est-à-dire que je me mets moi en scène, je me mets moi en valeur dans le but de porter un message, ce qui est pas du tout bien vu en crypto non plus. C'est ouf. Ouais. Ouais, je le sais. Encore une fois, avec ce petit lien particulier avec la crypto. Mais ouais, je sais que le monde de la crypto, ça a l'air très masculin, très difficile. Puis c'est compliqué, le monde de la crypto. Ça veut avoir l'air compliqué. Ah. Plus que ça ne l'est. Ah ouais ? Ouais. Mais pour moi, il y a un vrai sujet de... on veut vraiment que l'extérieur croit qu'on sait un truc, mais qui est trop compliqué pour tout le monde, mais que nous, on est hyper intelligent et donc on l'a compris. Alors que non, en réalité, c'est pas compliqué à ce point-là, quoi. Ah, c'est marrant. Et comment t'es arrivée dans la crypto, alors ? C'est quoi ton parcours ? Mon parcours, c'était... je suis rentrée dans l'entrepreneuriat un petit peu, pas contrainte et forcée, mais plus parce que je rêvais de bosser chez L'Oréal. D'accord, ok. Quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, je devais voir des pubs pour L'Oréal à la télé. Ouais. Et donc j'avais l'impression que le succès, ça serait d'être, je sais pas, genre en management dans une grosse boîte et L'Oréal. Sauf que j'ai fait une fac un peu pérave à côté de chez moi, donc j'avais pas un diplôme d'école de commerce ou un diplôme reconnu. Résultat, j'ai pas eu... Enfin, en tout cas, j'ai eu aucun des jobs auxquels j'ai postulé dans des grosses boîtes, et surtout pas L'Oréal. Et donc, je me suis dit, à ce moment-là, que j'aurais jamais le job que je veux dans ma vie, puisque j'ai pas un diplôme qui est reconnu. Et donc, j'ai décidé de créer ma boîte à ce moment-là. J'avais genre 25 ans, un truc comme ça, 24 ou 25 ans. D'accord. Quand j'ai créé ma première boîte, c'était une start-up. Quand on se la pète un peu dans la Startup Nation, on dit dans la HR Tech. En gros, j'avais créé un logiciel RH que je vendais aux entreprises... aux grosses entreprises, genre du CAC 40. C'est ouf quand même que tu aies créé un logiciel. Non, mais alors attends, j'ai créé un logiciel. La première version de ce logiciel, c'était un fichier Excel que j'ai commencé à vendre, qui m'a permis de gagner un peu d'argent, qui m'a permis de recruter un développeur, qui a vraiment créé le logiciel, et donc qui m'a permis de lever des fonds, et donc recruter une équipe et d'avoir un truc comme ça. Ouais, j'ai dirigé pendant 3 ans cette boîte. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait Linky. On était 10. Et ça me dit quelque chose en plus. Alors, non ? J'aimerais te dire que c'est parce que tu as entendu parler de moi, mais je ne pense pas. C'était quand même confidentiel, parce que Linky, c'est aussi un compteur EDF. Donc c'est pour ça que tu en as entendu parler. Ça m'étonnerait, moi, EDF. Si. Mais bon. Ouais, ok, peut-être. Et je l'ai revendu au leader de mon marché, mais en fait... Putain, bravo. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé cette boîte-là, j'avais pas une thune. Et comme j'avais pas une thune, j'avais demandé à une pote à moi si je pouvais squatter dans l'espace de coworking dont elle était office manager. Donc j'avais les bureaux les plus péraves de l'espace et en échange, je faisais de la presta sur des trucs. D'accord. Et donc, en face de mon bureau, il y avait un bureau de développeurs. Et eux, c'était des geeks à fond. Et ils me parlaient tous les jours du Bitcoin. Et on était genre en 2015-2016. Donc ils me disaient, Caro, les cryptos, c'est l'avenir. Ouais. Les cryptos, c'est l'avenir. Tu dois investir en crypto, nanana. Et moi, j'étais hyper hautaine. J'étais là genre... Mais comment votre boîte, elle marche à peine. De quoi vous me donnez des conseils dans la vie ? Vous êtes des gros branlos.
vous cachez derrière votre petit doigt. Moi, je sais que le travail est dur. Moi, je manage une équipe de 10 personnes. Moi, je gagne vraiment de l'argent avec ma boîte, genre à l'ancienne, entre guillemets. Et en fait, un jour, j'ai revendu ma boîte et j'ai toujours pas investi dans les cryptos parce que j'étais là, genre, c'est de la daube. Et j'ai gagné un peu d'argent en revendant ma boîte, qui ramenait au taux horaire de combien j'avais travaillé pendant 3 ans, c'est comme si j'avais été payée au SMIC. Hein. Et eux, ces enfoirés, qui en fait avaient compris beaucoup, beaucoup mieux la vie que moi, ils étaient devenus millionnaires. Bah oui. Voilà. Enfin, voilà, il y en a beaucoup qui sont devenus millionnaires. Il y en a millionnaires, beaucoup qui sont devenus millionnaires à ce moment-là. Et j'ai eu un seum si grand, vraiment, j'ai eu un seum si grand que je me suis dit, c'est pas possible, meuf, que t'aies entendu parler de ce truc, que les mecs, ils te l'aient dit tous les jours, ils t'aient rabâché ça, et tu les as pris de haut. La vérité, c'est aussi que j'avais été un peu voir sur Internet ce que c'était, j'avais rien compris. Et je me suis dit, en gros, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que t'as pas mis tes pièces au bon endroit. T'as travaillé dur sur un truc qui t'a rapporté un peu d'argent, mais pas de quoi changer une vie. Alors qu'en fin de compte, il y a des gens qui changent une vie parce qu'ils ont décidé qu'ils comprendraient ce truc-là. Et à partir de là, j'ai tout lu, tout écouté, t'as tout switché, machin. quoi. Ouais. Je suis passée en mode, tant pis, ça sera dur, mais je vais le faire. Et je l'ai fait. Putain. Et alors, quand est-ce que t'as commencé à investir tes premiers euros en crypto? Et bah, c'était il y a 7 ou 8 ans maintenant. Putain, t'étais vraiment aux prémices, hein. Ouais, quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'étais quand même tôt. Hein, Bah, carrément. Ouais. Mais j'ai pas commencé à investir en étant forte. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir un peu comme ça au hasard. Et puis après, j'ai appris au fur et à mesure qu'est-ce qui se cachait derrière les cryptos, comment fonctionnait le marché, comment fonctionnait l'investissement. Enfin, tous ces trucs-là, je l'ai appris sur le tas. Mais bon, j'y passais genre 8 heures par jour à me former sur des trucs. J'étais un peu obsessionnelle de ce sujet-là. J'avais envie de tout comprendre et de tout savoir. Et donc, t'as vécu le bull run de 2021. Ouais. Alors, c'était game changer ou pas? Tu veux dire pour toi? Pour mes finances? Ah bah oui. Oui, parce que j'avais pas mis beaucoup d'argent, moi, avant. Ah, donc avant 2021? Oui, j'avais mis un peu d'argent, mais j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Et donc, pas beaucoup d'argent en crypto, et pas beaucoup d'argent tout court au final. Et pour moi, ça a été, vraiment game changer. Ouais, totalement. Et puis après, encore plus, finalement. C'est ouf, parce que, donc effectivement, 2021, ça a été un truc de ouf. T'as plein de personnes qui sont devenues millionnaires. Ouais, moi, je suis pas devenue millionnaire à ce moment-là. Hein. Je suis devenue... j'avais mis... Je sais plus combien j'avais mis en tout, mais quelques milliers. Moins de 10 000 euros, ça c'est certain. Et je suis sortie avec 300 000 à ce moment-là. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui était très bien pour moi. Et après, j'ai fait la bascule beaucoup plus. Parce qu'après 2021, il y a eu le très gros crash. Je sais. Je t'expliquerai après. Ok. Et donc là, j'ai pu vraiment faire des choses très pertinentes parce que aussi j'avais beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'expérience et donc gagner beaucoup plus d'argent. Mais parce que t'as su aussi... Enfin, je sais pas si tu t'étais fixé des paliers, des stops, des machins. Enfin, moi, j'ai pas tout compris. Mais parce que t'as aussi beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'elles ont laissé leur argent en jeu ou parce qu'elles ont joué avec. Ah bah oui, enfin, de toute façon, dans l'investissement... après, elles ont perdu beaucoup d'argent peut-être sur le coup, mais c'est possible qu'elles aient après un crash, ça commence à remonter. Donc, selon les cryptos dans lesquels tu investis, même si t'es que dans le Bitcoin et l'Ether, bon, c'est dommage parce que t'as pas pris de bénéfices à ce moment-là, mais bon, ça reprend quand même de sa valeur à un moment donné. Ouais. Donc oui. Ouais, puis je pense aussi, c'est ce truc de... il faut pas trader court terme si tu sais pas trader, quoi. Faut apprendre. Ah oui, c'est clair. Mais même quand t'apprends, court terme, c'est chaud. Hein. Ah ouais. Enfin, moi, je trouve que l'investissement c'est trop risqué. Et la santé mentale que tu passes versus que tu gagnes, c'est pas... je trouve ça pas rentable si on prend tout en compte. Ouais, je suis d'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton parcours? Genre, exactement ce qui s'est passé, comment... Donc, t'as créé ta boîte, c'était un SaaS, du coup? Ouais. En RH. Ouais. Ensuite, tu revends ta boîte, t'investis quelques billes dans la crypto, et tu fais quoi après? Et en fait, je revends ma boîte, et du coup, dans le cadre de cette revente-là, je suis absorbée par le leader de mon marché. Donc, je me retrouve pendant 1 an et demi à être salariée de cette boîte-là. Salariée / actionnaire. C'était la condition. C'est la condition, ouais. C'était dur. Hein. Bah oui, je veux bien le croire. C'était méga dur. Mais t'avais genre une deadline pendant 1 an J'avais 2 ans, j'ai pas tenu. 2 ans. Ouais. Et tu peux
Qu'est-ce que tu oui, risques? tu peux, c'est juste que tu t'assois sur de l'argent. Ah. Et oui, ça valait le coup. Ouais, bah ouais. Si tu t'es barré, c'est que c'était trop. En fait, c'est très dur. Enfin, je savais pas à l'époque, on m'avait pas expliqué, mais bon, faut le vivre, je pense, pour vraiment le comprendre. C'est que quand tu crées une entreprise, bon, tu diriges tout. T'es à la tête de la boîte. Et en fait, quand t'es absorbé par une autre entreprise, soit c'est Microsoft. Et dans ce cas, tu continues de diriger ton entreprise dans le cadre d'une entité plus grande. Moi, c'était une entreprise qui faisait la même chose que moi, mais juste beaucoup plus grande. Du coup, mes équipes marketing sont parties au marketing, mes équipes tech sont parties à la tech. Et moi, je me suis retrouvée à plus gérer une entreprise, en fait. Moi, je me suis retrouvée à la tête des équipes commerciales, mais je me suis retrouvée de passer de tout diriger à diriger un service. Et ce que j'avais à dire sur le produit ou sur j'en sais rien... On te demandait pas. Bah, on s'en foutait un peu, ce qui est normal dans le cadre d'une entreprise. Mais oh là là, ça, c'était dur. Tu te dis, qu'est-ce que je fous là, en fait? Ah ouais. Ça, c'était très dur et je l'avais pas du tout appréhendé. Ça a été une période qui était un peu difficile de ma vie d'entrepreneur. Du coup, je me suis barrée au bout d'1 an et demi. Effectivement, c'était le moment où je commençais à investir en crypto, etc. Mais bon, ça n'a jamais été quelque chose qui avait vocation à devenir un business par ailleurs. Il se trouve que je suis aussi une excellente commerciale. J'ai dirigé aussi l'équipe commerciale pendant des années. Et donc, j'ai pas mal de gens dans l'écosystème un peu start-up parisien qui me demandent de l'aide sur ces sujets. Donc, je monte une petite boîte en attendant de savoir quoi faire. Je monte une petite boîte de coaching commercial. Je pense que je fais ça pendant 1 an et demi, un truc comme ça. Ok. Mais je me fais chier parce que c'est un truc où je sais faire, tout se passe bien. Bon, je gagne de l'argent, c'est cool, mais bon, ça m'intéresse. C'est pas ce qui te passionne. Ouais. Voilà. Tu le fais parce que t'as les compétences, mais c'est pas forcément le projet passion, quoi. Exactement, pas du tout. Et à côté de ça, je commence à m'amuser à créer des petites vidéos sur les cryptos sur TikTok. Trop marrant. Parce que je m'ennuie, tu vois. Et enfin, c'est pas exactement parce que je m'ennuie en réalité. C'est parce que je rencontre un gars qui me dit « Viens, Caro, on lance un truc dans la finance. Viens, on lance genre une boîte pour investir. » Donc moi, je vais voir un gars que j'ai rencontré qui dirige un fonds d'investissement et qui me dit « Bah oui, on pourrait miser sur toi parce que t'as déjà créé une boîte, etc. Mais ce gars-là, il est sorti de nulle part. Il faudrait au moins que vous arriviez à prouver que vous pouvez réunir une communauté autour de vous. » Moi, je me dis, bon, bah, après tout, j'investis en crypto tout le temps, j'adore ça. Je vais créer des petites vidéos, voir s'il y a un peu de traction autour de ce sujet-là. Je vais aller sur TikTok parce que personne ne me connaît là-bas. Du coup, je mets pas en péril mon activité actuelle. Et je fais ça. Puis finalement, le gars, lui, il part vers d'autres horizons, quoi. On abandonne un peu le projet. Okay. Mais moi, je kiffe créer du contenu sur la crypto. Et donc, je fais des petites vidéos pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, je crois que j'ai 10 000 abonnés sur TikTok, un truc comme ça. Stylé. Mais les gens me harcèlent en me posant des questions sur les cryptos. Mais c'est sûr. Et moi, je suis là, genre, je suis pas le SAV des cryptos, en fait. C'est trop compliqué de répondre à tout le monde. Et donc, je décide de lancer une newsletter à ce sujet-là. Et c'est comme ça que je lance ma newsletter en parallèle de ma boîte principale. Je fais ça pendant 8 mois. Et à la fin de l'année, en décembre, je kill ma boîte principale et je passe à temps plein sur les cryptos de Caro. Waouh. Ouais. C'était il y a 2 ans et demi. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu vendais? Tu vendais des accompagnements en crypto? Je vendais rien. Que dalle. Ah ouais. Non, t'as fait le switch sans même monétiser ton deuxième projet, du coup? Si. Juste avant de faire le switch, j'avais beaucoup de demandes pour du sponsoring, donc pour de la pub dans mes newsletters. Ah, mais trop stylé. Et pendant la première année des cryptos de Caro, je n'ai rien vendu à part de la publicité dans mes newsletters. Waouh. Ouais. Mais c'est trop bien. Et il y avait combien de personnes à cette époque-là dans ta newsletter? Je sais plus, il y avait peut-être 20 000 personnes, un truc comme ça. Putain, c'est vachement bien. Ouais. Et maintenant? 70 000. Tu te rends compte comme c'est énorme? Ouais. C'est vraiment un truc de malade. Ok. Ouais, mais ce qui est énorme pour moi, au-delà du nombre, c'est l'habitude que tu crées. Parce que tu sais, des bases email, c'est facile de créer des grosses bases email. Mais c'est plus d'avoir créé un truc, un rituel, où 2 ans et demi après, ou 3 ans après, parce que la newsletter, j'ai lancé quand même 6 mois avant de lancer la boîte, j'ai toujours plus de 60% de taux d'ouverture. Waouh. Sur une newsletter qui prend 10 minutes à lire, tu vois. Donc c'est quand même intense. Ah waouh, elle est hyper longue. Ouais. Comment elle est structurée? Il y a toujours un petit gif de là où je suis quand j'écris la newsletter en haut de la newsletter. Ok. Ensuite, il y a l'encart éditorial, qui est la publicité.
D'accord. Ensuite, il y a la partie marché, où là, je vais leur dire qu'est-ce qui se passe sur le marché crypto en ce moment. Et ensuite, il y a l'article de fond, qui est un article d'éducation sur un sujet de la crypto. Trop intéressant. Ouais. Et est-ce que tu fais des highlights vis-à-vis de crypto sur lesquels toi-même tu investis? Tu vas donner ton opinion? Non, pas dans la newsletter. Enfin, je l'ai eu fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est habituel, mais ça m'est arrivé de spotter des cryptos où là je me dis waouh, c'est énorme, je peux pas ne pas en parler, et où du coup je vais faire une newsletter dessus. Donc, je l'ai déjà fait, ça. Et notamment je suis dégoûtée parce que je l'ai fait l'année dernière, en début d'année dernière. Je les ai spotés, j'étais là genre ces cryptos-là, c'est des pépites. Il faut absolument que j'en parle à la communauté. Je leur en parle. Je me mets dans mon agenda, il faut absolument que tu investisses dedans. Et le truc passe à la trappe. Non. Je te jure. Les deux, elles ont fait 11 000% de croissance cette année. Je me suis assise C'était quoi comme crypto? sur tellement d'argent. Si je peux le dire. Ah, tu peux. Ah, c'est. Si, je peux totalement le dire. Hein. Il y avait l'EPP à l'époque et le Bonk. C'est deux petites pépites crypto qui ont une valeur spéculative en fait, qui n'ont pas une valeur en propre. Mais j'avais senti que le truc, ça partait vraiment fort et qu'il y avait un gros potentiel. Putain, les deux, elles ont fait 11 000% de croissance et je me dis quelle conne, parce que je m'étais dit que j'allais le faire, j'en ai parlé à tout le monde et je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, hein. En crypto, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des possibilités bien sûr. De se rattraper, de gagner d'argent, et tellement d'opportunités que voilà, mais ça fait chier quand ça arrive. Ouais, carrément. Combien il y a de crypto sur le marché? Il y en a des dizaines de milliers. Et ça peut être créé du jour au lendemain? Ouais, toi tu peux en créer une. Ah ouais? Ouais. Non. Bah sûr. Oh, je vais grave créer une crypto. Non, je rigole. Ah, c'est marrant, je savais pas que tout le monde pouvait créer une crypto. Ah ouais, bien sûr. Ok. Et est-ce que tu t'es déjà foiré sur des trucs? Genre perdu de l'argent? Ouais. Bah oui. Ouais. Surtout au début. Bah carrément, tu testes, des strats. Et maintenant, t'es rodé, genre t'as toujours les mêmes strats, le même fonctionnement. Ouais, maintenant je suis rodée. Ouais. Je fais plus d'erreurs. Enfin, en tout cas, je fais des erreurs. Je prends des risques qui sont extrêmement bordés sur les trucs. J'ai un portefeuille qui est très bien réparti. J'ai des protocoles d'action sur chaque crypto, sur chaque mouvement. Je sais exactement à quel prix j'achète, à quel prix je vends. Ah, waouh. Enfin, tout est hyper bien bordé, ouais. Et t'automatises? Non, j'automatise pas. Parce que je trouve que le marché est trop volatile pour automatiser. D'accord. Je veux être la personne qui va dire ok, là il y a une baisse de 30% sur telle crypto, je veux appliquer mon protocole de ok, je vais checker toutes ces informations là pour savoir si c'est toujours pertinent de la revendre ou pas. Je veux pas qu'il y ait un truc qui soit fait de manière automatique parce que un jour Trump il fait un tweet et tout change en fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça te demande de passer combien d'heures à analyser le marché par jour? Alors, je le fais pas toute seule. J'emploie des gens. Non. Si, bien sûr. Vas-y, raconte. Comment t'as structuré? C'est trop. En fait, c'est tellement un milieu pas commun que c'est marrant. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment t'as structuré, du coup, tout ça. Si j'investissais à titre personnel uniquement et que mon business ne reposait pas là-dessus, probablement que j'emploierais pas des gens pour faire ces analyses-là. Mais de fait, j'ai un trader avec qui je travaille à temps plein. Stylé. Ouais. Ça se paye cher, un trader? Ouais. Trop marrant. Et tu l'as chopé où, le trader? Enfin, de la choper aussi bizarre. Où as-tu trouvé un trader? Et j'ai aussi des analystes qui vont me chercher des pépites crypto et qui me les analysent. Lui, en l'occurrence, je l'ai rencontré parce que contact de contact, il se trouve que moi, je suis très visible dans mon secteur. Alors, il y a plein de gens qui m'aiment pas, mais il y a aussi plein de gens qui m'aiment. Et donc, les gens qui m'aiment, ils vont me contacter. Donc, c'est que des demandes entrantes de gens qui me contactent. Bah oui, incroyable. Et donc, aujourd'hui, tu as une équipe de 3 personnes. Alors, aujourd'hui, j'ai un peu plus que ça, en réalité. Parce que j'ai mon assistante, j'ai mon trader, j'ai un OBM, avec qui je travaille. Et ensuite, j'ai des prestats un peu plus ponctuels. J'ai une chef de projet aussi sur certains de mes projets en ligne. Et j'ai une customer care. Parce que tu as une formation, du coup, c'est un accompagnement. Qu'est-ce que tu proposes, en fait? Au-delà, j'ai commencé la première année, tu sais, en vendant juste dans le B2B. Donc, j'avais des sponsors. Ah, d'accord, tu vois. Ok. Et puis après, il y a eu le crash de FTX. Et du jour au lendemain, j'ai perdu tous mes sponsors. Putain. Tous. J'ai passé 3 mois où j'ai pas rentré d'argent sur ma boîte. Et j'étais là genre... ça va être galère, du coup, pour la suite.
Et donc, j'ai décidé de pas dépendre que des sponsors. Et de toute façon, ça tombait bien parce que ma communauté, elle me demandait Bien sûr. d'avoir ma méthode d'investissement. Donc, en fait, j'ai créé une formation sur, OK, on comprend tout de A à 0, de A à Z, A à 0, de A à Z sur les cryptos et qu'est-ce que c'est ma méthode d'investissement, vraiment toutes les étapes, comment on fait, tous les protocoles que je mets en place, comment, etc. J'ai créé ça il y a 1 an et demi. Ah ouais, c'est récent. Ouais. Et j'ai créé ça et j'ai lancé là une nouvelle offre en plus qui est sortie genre il y a 2 jours où c'est une communauté privée. Donc ça, c'était quelque chose qui m'était beaucoup demandé. Ça se fait beaucoup, ça. Ouais. Communauté privée où je partage toutes les cryptos dans lesquelles j'investis, quel prix j'achète, à quel prix je vends. J'ai mon trader qui nous fait des analyses au quotidien, qui nous explique qu'est-ce qui se passe. C'est un truc qui était beaucoup une demande de ma communauté d'être plus ensemble sur ces sujets-là. Trop stylé. Et c'est genre des abonnements mensuels? C'est un abonnement mensuel. C'est ça. Ouais. Ça, tout le monde commence. Enfin, tout le monde. Ça vient des États-Unis. Ouais, c'est beaucoup développé aux États-Unis. Ouais. Mais complètement. Et ça commence à arriver. Mais tu vois, je me dis, waouh, quel taf. En plus gérer ta communauté privée, plus ça, plus ci, plus. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, mais je trouve que ça se fait bien. Ça se fait bien? Ouais. T'es bien organisée? Je suis hyper bien organisée. Ah ouais? Ouais. Waouh. Toutes les filles qui nous achètent, là, waouh. Trop bien. C'est quoi tes clés pour bien t'organiser? Alors, mes clés, déjà, ça a été de vivre le chaos. D'être totalement, tu vois, dépassée par mon taf et de faire un peu tout à l'arrache et de mettre en place des process par sujet. Typiquement, il y a une époque où je publie quand même 5 vidéos par semaine et où tous les matins, je faisais la vidéo du jour. Et j'étais dans un goulot d'étranglement, tu vois, c'était compliqué, quoi. Maintenant, je fais comme toi... sur tes tournages de podcast, j'ai une journée dédiée. J'ai une journée dédiée, je choisis mes sujets, je vais dans mon studio de production pour tout tourner. Donc je crée des process en fait par thématique, en tout cas mini projet de mon entreprise, ce qui fait qu'en fait tout est sous contrôle, quoi. Oh là là, t'as l'air tellement sereine. Ouais, c'est vrai que je suis hyper sereine. C'est un truc de ouf. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec ma première boîte. Première boîte, je dormais 3 ou 4 heures par nuit, je gagnais 10 fois moins. Alors que là, c'est vrai que je suis hyper sereine. Mais aussi, même dans cette boîte-là, soyons honnêtes, j'ai été au bord du burn-out. J'ai passé déjà 1 mois et demi où je pouvais pas ouvrir mon ordi parce que j'étais pas bien. Bah ouais. Donc j'ai déjà vécu ça. Et maintenant, c'est vrai que je suis devenue une personne mature. Mais oui, mais tellement. Mais c'est beau, c'est beau. Je pense qu'on tend toutes vers ça, mais putain, d'arriver là où t'en es avec ce tel niveau, tu vois, de sérénité, on sent que t'es organisé, que t'as un planning qui est... moi, je me dis, je suis encore tellement... tout. Ouais. Ouais. Et je pense que j'aime bien aussi. Oui, c'est ça. Parce que souvent, les gens qui sont comme ça, c'est parce qu'ils apprécient le mouvement, le chaos. Je crois. Ils s'embrassent le chaos, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais qui coûte quand même, tu vois. Bah ouais, c'est coûteux. Énergie, surmenage. Tu prends des vacances, toi? Ouais, bien sûr. Trop bien. Régulièrement? Ouais. C'est-à-dire? Cet été, j'ai coupé pendant 1 mois et demi. Yeah. Ouais. Coupé, genre t'as pas fait une story coucou les gars, je suis à la plage? Ah ouais? Non. Il y avait pas de vidéo de toi qui se postait? Ah si. Ah, c'était automatique. Enfin, t'avais préenregistré les trucs et ça se postait. Tu poses combien de fois par jour? Une fois par jour. Une fois par jour. 5 fois par semaine. Putain, t'avais tout tourné, tous tes monteurs, tes trucs, tes machins, ils avaient planifié. Ouais. En fait, j'ai toutes mes vidéos qui sont prévues pour le mois suivant, qui sont déjà prêtes. Mais qui es-tu? C'est incroyable. Incroyable. Hyper inspirant. Ouais. Ok, donc là, t'as coupé 1 mois et demi. Et ton rythme, tu prends des vacances tous les combien à peu près? Bah là, les prochaines vacances, ça sera en décembre. Je pars 15 jours à l'île Maurice. Et entre-temps, tu vois, je bosse tous les jours. En réalité, en ce moment, je bosse beaucoup. En ce moment, je dois bosser entre 9 et 10 heures par jour. Mais y a des moments où je bosse 5 heures par jour. Ça dépend. Là, c'est parce que j'ai une nouvelle offre. Bien sûr. Donc, tu mets toute ton énergie dedans. Mais c'est marrant, quand on te regarde, on se dit, putain, l'entrepreneuriat, c'est facile. Tu sais, genre, c'est apaisant. Ce qui n'est pas la réalité. Oui, mais alors... Tu vois? Oui. Mais je pense qu'il y a aussi un truc qui est que je travaille dans un secteur qui est extrêmement volatile. J'ai misé toute ma liberté financière, personnelle et professionnelle, sur un secteur qui est le secteur le plus volatile de l'histoire. Et donc, je pense que j'ai dû mettre en place des garde-fous énormes pour
garder une forme de stabilité et sérénité, parce que j'étais pas comme ça avant. Avant, t'étais plutôt... J'étais hyper stressée. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Donc je pense que ça a dû me... Je sais pas, j'ai dû mettre en place des trucs, probablement. Mais là aussi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis entrepreneur. J'avoue. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, donc t'as roulé ta bosse, comme on dit. J'ai une boîte qui marche hyper bien. Enfin, tu me prends à un moment. Ouais, bien sûr. Où tout va. Mais ça fait du bien. Tu aurais pu me prendre à un autre moment où je t'aurais dit, purée, c'est la cata. Oui, t'as raison. Rien ne va. Non, t'as tout à fait raison. Mais c'est inspirant. C'est inspirant. Moi, ça fait pas longtemps, tu vois, que je suis entrepreneuse. Je suis dans mes premières années. Donc, je me dis, mon but, c'est de tendre vers ça. Ah tu vois. Oui. Alors, t'inquiète pas. Hein. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme le couple. C'est des cycles. Ah ouais. C'est quand t'es jalouse de tes copines qui se marient et que toi, en fait, t'as personne. Et puis, en fait, après, elles divorcent. Toi, t'as rencontré quelqu'un. C'est un peu ça. D'accord. C'est que, des moments, ça va super bien et t'es zen. Et des moments, c'est la cata. Ah, ok. Et c'est juste que ça tourne, quoi. Je pensais qu'il y avait un moment... Tu sais, genre, on passe tous par... D'ailleurs, on en parlait ce matin, là, avec une invitée. On passe par des paliers qui sont franchement les mêmes. Enfin, j'ai l'impression qu'on vit tous la même chose, exactement la même année, enfin, en fonction des années d'entrepreneuriat. Et je me suis dit, il y a un moment donné où forcément, t'atteins un niveau de sérénité, tu vois, où c'est plus simple, ou... je sais pas. J'en sais rien. Moi, je te dis, en ce moment, c'est comme ça. Oui. Mais je prends pas ça pour un kiff. Oui, tu prends pas ça pour un kiff. Ok, ouais, c'est que... Ouais. Demain, tout peut s'écrouler et ça sera à nouveau la cata. Mais là, c'est plutôt bon. Enfin, j'ai pas toutes les informations en crypto, mais j'ai l'impression que y a plutôt eu des bonnes nouvelles, là. Là, on est plutôt sur des bonnes nouvelles. Après, je sais pas à quelle échéance sort ton podcast. Et là, vraiment... Ah ouais, ok. Donc là, on est en octobre. Pour ceux qui nous écoutent, nous sommes en train d'enregistrer, nous sommes au mois début octobre. Donc, pour l'instant, on a plutôt des très bonnes nouvelles. Mais en crypto, vraiment, il faut pas grand-chose pour qu'il y ait des bouleversements, quoi. Mais je trouve ça super que tu le dises. Tu vois ? Que tu dises à ta communauté, les gars, par contre, c'est pas amour, gloire et beauté, quoi. Ah non, ouais, c'est clair. Tu t'es transparente, genre tu dis vraiment les risques, les machins. Ils le savent, quoi. J'ai l'impression de l'être. Après, il faut prendre la totalité du contenu que je crée. C'est-à-dire que sur des petites vidéos banger que je fais, non, j'en parle pas. Mais dans les newsletters que je fais, dans ma communauté, dans les machins, bien sûr, je suis tout le temps en train de dire les risques, les machins. C'est important de le savoir, quoi. Complètement. Et est-ce que tu fais d'autres investissements ? Est-ce que tu es passionné d'investissement hormis la crypto ? Non. Non, ça m'intéresse pas du tout. Je te jure. Mais pourquoi ? J'investis un peu en bourse, mais c'est pareil. Ça rejoint un petit peu ? Oui, enfin, surtout que j'investirai que dans les entreprises de la tech, donc... T'as trop raison, en vrai. Ouais, oui, on se refait pas. Ouais. Mais par contre, non, l'immobilier, ça me fait chier. Ouais, c'est pas la même vibe. Ouais, un peu le reste, tu vois, des finances perso, je trouve pas ça très excitant. La crypto, ça m'intéresse parce qu'il y a le côté très hyper croissance et hyper chute. C'est vrai. Qui est très intense. Dopamine, à fond. Bon, voilà. Nous, les entrepreneurs et créateurs de contenu, on est un peu drogués à ça. Ouais, c'est vrai. Donc ça, j'adore. Et aussi le côté technologique, futur de la société. Enfin, voilà, il y a tout un sujet sous-jacent que je trouve hyper intéressant, que je retrouve pas en tout cas dans les autres sujets d'investissement. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est quoi ton rapport aux banques, du coup ? Parce que je sais que souvent les gens dans la crypto, bon, les banques, c'est pas leurs meilleurs amis, quoi. Ouais, les banques sont pas mes meilleurs amis. Bah oui, je veux bien le croire. Mais mon banquier de ma banque historique quand j'avais 18 ans, quoi, il me dit « Oh, mademoiselle Jurado, je vous suis sur les réseaux, je vous adore !» Ouais. Mais bon, à part ça, les néobanques, j'aime bien. Tu vois, genre, je suis fan de Revolut, je trouve que c'est génial ce qu'ils nous permettent de faire. Bon, le système bancaire en soi, je trouve ça du passé, quoi. D'ailleurs, ils sont dépassés. Oui, ils sont dépassés. Ouais. Et je sais pas, comment tu vois, toi, donc c'est ton opinion, ça veut pas dire que t'as la vérité absolue, mais comment tu penses que le monde va évoluer, justement, avec cette monnaie numérique, ces nouvelles monnaies numériques ? Je suis persuadée que dans 15 ans, on utilisera les cryptos comme des monnaies. Vraiment. Actuellement, les crypto-monnaies, elles sont... c'est de l'investissement. C'est pas vraiment... utilisable dans le monde. Mais la technologie blockchain, elle se développe dans tous les aspects de la société, petit à petit. Et je pense que dans 15 ans, on s'en rendra pas compte que tout passe par la blockchain. J'en suis persuadée. Pour moi, c'est un peu comme Internet.
Ouais. Genre en 98, on pouvait pas envoyer de mail parce que ça n'existait pas. On devait se déplacer avec des cartes papier. On pouvait pas s'appeler en dehors de chez nous parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, tu vois. Enfin, c'est un peu, le monde était tellement différent à l'époque. Et aujourd'hui, on peut plus imaginer le monde sans Internet. Je suis persuadée que la blockchain, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. Et tu peux expliquer ce que c'est une blockchain? Ouais, je peux. Good luck. Pour faire un transfert d'argent classique, donc tu vas demander à ta banque d'envoyer de l'argent. Donc ta banque, elle vérifie l'argent que tu as sur ton compte, elle l'envoie sur le compte de la personne à qui tu l'as demandé, et ensuite elle enregistre l'information du transfert dans son livre de compte, et elle est garante du fait que le livre de compte soit officiel, ne soit pas modifié, etc. C'est ça qui fait que on s'assure que l'argent est bien où il est. L'intermédiaire bancaire, c'est un tiers de confiance. Ça veut dire qu'en vérité, il a la possibilité de changer le livre de compte. Il peut supprimer l'argent de ton compte en appuyant sur un bouton. Il peut le faire. Mais nous, on lui fait confiance pour ne pas le faire. Et puis des fois, il le fait quand même. La crypto-monnaie, à la base, son objectif, c'est de permettre les transferts d'argent sans passer par l'intermédiaire bancaire. Et donc, la blockchain, c'est un algorithme, c'est un programme internet qui tourne et qui va aller vérifier que tu as bien l'argent, la crypto-monnaie sur ton portefeuille, l'envoyer à quelqu'un d'autre et noter cette transaction dans un livre de compte. Sauf que comme on veut pas d'intermédiaire, la blockchain, c'est un livre de compte qui n'est pas modifiable. Donc personne ne peut modifier la donnée. Il est instantané, donc la donnée est écrite dessus de manière instantanée et il est transparent. Ça veut dire que nous, si on se connecte sur Internet, on peut aller lire les données de la blockchain. Donc la blockchain permet de remplacer les banques. Mais c'est un programme informatique. Eh ben, j'avais jamais compris que la blockchain permettait de remplacer les banques. Si. En fait, ça permet de remplacer les registres officiels de transactions, tu vois. Donc ça permettrait théoriquement de remplacer les notaires. Tu peux acheter une maison et que ça soit écrit sur un registre officiel. Tu vois, les notaires, eux, ils servent à notifier que tu es bien le propriétaire de cette maison-là et que c'est un document officiel validé qui peut pas être modifié. C'est un intermédiaire, le notaire. Ouais. La blockchain peut le faire aussi. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, mais bon, basiquement, c'est ça. Bien sûr. Hyper intéressant. Et t'as déjà des possibilités d'acheter en crypto? Ouais. Des maisons, des voitures. Ouais, tu peux. Hein. J'avais vu là dans l'émission L'Agence là, avec la famille Kretz. Ouais. Il y a un gars qui achète, si j'ai pas de conneries, son appart en crypto. Ouais, c'est possible. Il faut soit que ton acquéreur veuille tes cryptos. Dans ce cas-là, voilà. Autrement, il faut que tu convertisses tes cryptos en réalité. Probablement que pour l'émission, ils ont dit il l'a acheté en bitcoin et qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a converti son bitcoin en euros pour pouvoir l'acheter. Mais c'est ouf quand. Et c'est marrant que tu dises dans 15 ans parce que moi, je l'aurais vu dans, je sais pas, 5 ans. Non, c'est trop tôt. 5 ans, ça me semble. Ça sera beaucoup plus démocratisé, mais je pense pas que ça sera autant présent que. Ouais, moi, c'est vrai que moi, je pense à 15 ans, mais. Non, mais peut-être après, je me rends pas compte. Je me dis, tu vois, Internet, ça arrivait tellement vite. Là, ça fait un moment quand même que les cryptos, c'est en. Tu vois c'est depuis 2011, tu vois. C'est pas. Et Internet, ça s'est déployé en combien de temps? Je sais pas. 2000, c'était les. Tu vois, ça allait vite quand même. Je sais quand. C'était avant, je sais plus. Ouais, je sais. En fait, je sais pas quand est-ce que ça a commencé. Ça a dû commencer entre 95. Peut-être ça a dû commencer. Les prémices, c'était 90. Ah, tu vois? Oui, mais les prémices. Ah ouais, ok. 98, on avait toujours pas de mail, toujours pas de téléphone, toujours pas tout ça. Ouais. En 2000, on avait tu te rappelles le bug de l'an 2000 qui devait détruire l'humanité, qui est un peu l'équivalent de. C'était quoi cette connerie déjà, c'est vrai? Ben, je sais plus, c'était des gens qui disaient que comme Internet, ça fonctionnait avec des 0 et des 1, je sais pas quoi, il allait avoir que des 0 et tout allait planter. Bref, c'était n'importe quoi. Mais ce qui est un peu le même n'importe quoi que je vois à chaque fois qu'il y a un crash en crypto. Même. Ah ouais. Et tu crois ce truc des baleines qui dominent le marché? Ben, j'y crois pas. Enfin, c'est un fait, quoi. On a les infos. Ah, c'est un fait, ok. On a les infos sur la blockchain. C'est pas un mythe. C'est sur la blockchain, on voit les portefeuilles des gens qui possèdent le plus de crypto. Et ils agissent en même temps, alors? Et on les voit agir. Ouais, bien sûr. Putain! Pardon, mais moi, ça me fascine. Enfin, ça me fait... Tu sais, c'est un monde... ils ont une stratégie des baleines, quoi. Ben oui, ils ont la meilleure stratégie, en fait. Mais évidemment. nous, avec mon trader, on regarde tout le temps.
les mouvements que font les baleines, que font les petits investisseurs, les moyens, ceux qui sont là depuis plusieurs cycles, en fait, parce que toute cette data, elle est accessible. Mais donc ça veut dire quoi, qu'ils sont en contact? Bah, il y en a certains qui sont en contact, c'est certain. Ils ont genre un groupe, quoi. Genre un club groupe WhatsApp. Un club. C'est ça, genre un groupe WhatsApp. Je sais pas. C'est sûr qu'il y en a certains qui sont en contact. Le plus probable, c'est qu'en fait, ils ont les mêmes enjeux. Parce qu'ils possèdent tous des très gros volumes de crypto. Qui c'est, ces baleines? On sait? On les connaît pas. Tu peux pas, hein. Bah, on peut pas savoir qui ils sont. Bien il sûr. y en a certains, on le sait, par exemple MicroStrategy qui a énormément de Bitcoin. Là, l'État américain qui a fait une énorme prise de Bitcoin qu'ils sont autorisés à vendre, il y en a pour 4 milliards de dollars. Waouh. Eux, là, typiquement, ça, par exemple, c'est un sujet macroéconomique que je suis de près parce que ça peut retarder la hausse du marché. Parce qu'ils avaient fait une saisie de Bitcoin. C'était il y a vraiment, mais ça date d'il y a 5 ou 6 ans, ce truc-là. Ils n'étaient pas autorisés à les revendre. Mais maintenant, ça a été décrété par l'État américain, enfin l'autorité des marchés américains, qu'ils ont droit de revendre ce Bitcoin-là. Là pour 4 milliards. Si jamais ils décident de tout revendre d'un coup, ça va faire crasher le marché. Ils le savent. C'est ça le pouvoir d'une baleine. Mais c'est horrible. Oui. C'est un peu comme ceux qui possèdent le nucléaire. Ouais, bah de toute façon, c'est une force majeure sur le marché. Hein. Enfin, c'est un peu extrême. Mais c'est... mais c'est... Ouais, c'est... Mais je trouve ça mystique. Enfin, tu sais, c'est un peu... Tu te dis, parce qu'on sait bien qu'il y a des gens il y a des lobbies qui dominent le monde, il y a des marques qui dominent le monde, il y a des baleines qui dominent la crypto, et tu te demandes si c'est pas toujours les mêmes personnes, en fait. Non? Je sais pas. Là, on est dans un truc un peu... J'adore. Non, c'est marrant, c'est fascinant. Je pense que ça doit être fascinant d'être plongé dans tout cette analyse du marché. Comme tu disais, tu analyses des sujets qui sont macroéconomiques. C'est hyper intéressant, en fait, d'évoluer là-dedans, parce que tu es obligé de suivre l'actualité. Ah bah oui. Tout le temps. Ouais, totalement. C'est le premier truc que tu fais? C'est pas le premier truc que je fais, mais enfin, je le fais tous les jours. Tu le fais tous les jours? Ouais. Enfin, je le fais tous les jours. Ah, pas forcément? Disons, comme je le délègue un peu. C'est-à-dire que... Ils font des bullet points? Surtout mon trader qui me fait des comptes rendus, oui. Oh, le rêve. Mais moi, il me faudrait un trader, je pense, dans ma vie. Tu sais, un mec qui me fait des comptes rendus d'actualité. Mais d'ailleurs, lui, il sous-traite à quelqu'un. Non. Bah, si, bien sûr. Mais tellement drôle. Bien sûr. Bah oui, parce que c'est énormément d'informations pour faire un premier tri, pour que lui, il ait toutes ces infos, et lui faire un second tri, et puis il me les envoie, quoi. Mais tu vois, tu viens de me mettre un truc dans la tête, là. Moi, j'adorerais qu'il y ait une personne qui me fasse chaque matin un résumé de l'actualité. Je ne regarde absolument pas l'actualité. Ouais. Ça ne fait pas du tout partie de ma vie. Moi aussi, peu. Enfin, du coup, sous l'angle crypto aussi, mais le reste, je regarde peu parce que ça me bouffe mon quotidien sinon. Et j'ai une question que j'aimerais te poser parce que nos parents ne savent pas trop ce que c'est, ce monde de la crypto et tout. Du coup, quand tu t'es lancée là-dedans, je sais pas quelle est ta relation d'ailleurs. Quelle a été un peu ton éducation, ta relation avec tes parents, et comment est-ce qu'ils ont pris le fait que tu te lances là-dedans? Alors, j'ai pas de contact avec mon père. Enfin, il est parti quand j'étais toute petite, donc c'est ma mère qui nous a élevés. Okay. Et j'ai eu une éducation qui était vraiment à la dure parce que ma mère, elle était seule avec 3 enfants et elle galérait. Enfin, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent quand j'étais petite. Dans ma famille, personne n'a dépassé le bac. Enfin, tu vois, c'était très aucune éducation financière. Une éducation très, si tu veux gagner de l'argent, il va falloir travailler. Et pour ça, il faudra avoir un employeur. Bien déjà, sûr. rien que le fait que je monte mon entreprise, enfin, c'était délirant. Ouais. Enfin, déjà, rien que le fait sûr. que je quitte mon village pour aller à Paris, c'était délirant. Ah oui. Ouais. Tu viens d'où? Un petit village au nord de Montpellier. Déjà, ça, c'était délirant. Et après, que je monte mon entreprise, au moment où j'ai monté ma première boîte, pour ma mère, j'étais très très loin. J'aurais été là genre, c'est très bien, ma fille, tu vas t'en sortir dans la vie, je comprends pas ce que tu fais, mais je suis contente c'est génial. pour toi. Ouais. Et du coup, ça a été un peu le prolongement. Enfin, quand je me suis mise à bosser dans la crypto, alors je comprends toujours pas, mais je suis contente pour toi. Vraiment. Trop cool. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Parce qu'on pourrait imaginer que, tu vois, en fonction des parents que tu as, qu'ils soient un peu genre morts de trouille. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ma mère, elle a jamais eu peur pour moi. Elle m'a beaucoup encouragée à prendre des risques. Enfin, de toute façon, c'était un peu genre, de toute façon, débrouille-toi parce qu'il n'y a pas le choix dans la vie, il faut se débrouiller. Ouais. Donc, c'était très ce genre d'éducation-là. Ça fait des bons entrepreneurs, hein. Je me débrouille. Franchement, incroyable. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est une éducation qui te permet d'être un bon entrepreneur. Ouais. Parce que tu te débrouilles sur le terrain. Ouais, c'est ça.
Ouais. T'es la plus grande dans ta Ouais, fratrie? Je suis la plus grande, ouais. J'en étais sûre. J'adore faire ça, j'en étais sûre. T'aurais pu me dire la plus petite, j'aurais dit ah putain merde. J'aurais été sûre. Ouais, c'est ça. J'en étais sûre aussi. Et comment tes frères et sœurs, ils suivent le même chemin que toi ou pas du tout? Non, pas du tout, mais ils n'ont pas été élevés comme moi. Eux, ils ont été... Ma mère s'est beaucoup plus inquiétée pour eux. Ouais. Elle voulait qu'ils soient salariés, que... Voilà, enfin, donc c'était très... Ma petite sœur, elle est dans l'informatique, dans une vieille boîte, enfin, tu vois, c'est très... Ils n'ont pas du tout les mêmes ni ambitions professionnelles, ni envie d'entrepreneuriat ou quoi que moi. Ils s'en foutent un peu. Ouais. Et est-ce qu'ils investissent en crypto? Mais non. Putain, mais tu devrais leur dire. Ils s'en foutent un peu. Ma sœur, je l'ai quand même obligée à faire des trucs. Bah ouais. Tu lui dis file-moi 1000 balles et je m'en occupe, quoi. Ouais. Après, en vrai, je fais pas trop ça parce que c'est un peu un truc que tout le monde me demande. C'est sûr. C'est chiant. Ouais. Ouais, j'en doute pas. Ouais. Donc je fais pas trop, mais c'est vrai que j'ai un peu obligé ma sœur à quand même faire quelques trucs. Ouais, tant qu'à faire. Ouais. Et au-delà de la crypto, est-ce que t'as d'autres projets dans l'entrepreneuriat ou des projets perso? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent? Est-ce que t'as d'autres projets dans le pipe? Franchement, mon gros projet, ça reste l'entrepreneuriat. Ça reste les cryptos de Caro, surtout dans cette période de marché-là où j'ai une grosse année devant moi de croissance, a priori. Donc ça, c'est mon gros projet. Après, j'aimerais bien m'offrir une super maison au bord de la mer d'ici l'année prochaine pour aller, je sais pas, y passer du temps, voire même y vivre peut-être. Non, en vrai, j'ai pas de projet particulier, hormis kiffer la vie avec mes amis, mon mec, la vie quoi. Trop bien. Et ton mec est dans la crypto aussi ou pas? Non, pas du tout. Non, il est dans l'entrepreneuriat, lui. Mais par contre, il me pose des questions crypto. Au début, il osait pas. Et maintenant, il me pose des questions tout le temps. Ah ouais? Il vient se poser dans mon bureau, il me dit oui, donc du coup... si je fais ça, explique-moi ça. Et on avait parlé de mon portefeuille. Mais tu dois être assommé de questions, non? Alors, j'ai quand même vachement bien briefé mon entourage sur vous me parlez pas de crypto, parce que ça me fait chier. Très bien. Donc, du coup, je suis pas tellement assommée de questions en réalité. Oui, mais parce que t'as posé tes limites, quoi. Mais au début, je l'étais. Ah ouais. Au début, je l'étais, et ouais, je posais mes limites assez rapidement, en mode ça me fait chier, je te parle pas de ton boulot toute la journée, donc si je fais assez de contenu, j'explique assez de choses. Je vous offre ma formation, les amis, tous. Allez la suivre. Et du coup, comme ça, au moins, les gens me font pas trop chier. Ouais, je suis d'accord. Parce que je pense que les gens, même moi, regarde, j'ai plein de questions, je me dis, mais son quotidien, tout le monde doit avoir envie de te poser des questions, quoi. Et même quand t'es dans des dîners entrepreneuriaux où tu rencontres des entrepreneurs, etc., ils doivent tout de suite se dire, ouais, t'es dans la crypto? Ouais, alors, si jamais on sait pas, si jamais on me connaît pas déjà, je vais dire, oui, je bosse dans la crypto, mais... tu vois, je vais pas dire que je dirige un média de vulgarisation de crypto, que je suis analyste, que machin, que truc. Je vais pas dire tout ça. Donc, ça va... Tu vois, ça... Tu dis juste je suis dans la crypto. Ouais, ça diminue les questions. Et après, en réalité, souvent, même quand les gens savent qui je suis, et alors par les gens, je veux dire les mecs savent qui je suis, ils me posent pas de questions sur la crypto, ils m'expliquent la crypto. Enfin, genre ça, c'est ma vie, c'est beaucoup plus d'écouter des mecs me dire n'importe quoi sur la crypto que d'expliquer la crypto aux mecs. Ça, vraiment, ça loupe pas, quoi. Les gens qui t'emmerdent un peu sur les réseaux sociaux, c'est des mecs? Oui, principalement, bien sûr. Comment tu fais pour gérer ça? Je gère pas. Enfin, Tu laisses faire? J'ai des protocoles, comme pour tout dans la vie. Waouh. C'est que, déjà, c'est pas moi qui m'occupe d'aller voir les commentaires de mes vidéos. C'est une assistante qui est dédiée à ça, qui va voir les commentaires, qui répond, qui machin, qui truc. Moi, je m'en occupe pas. Donc, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un bad buzz qui remonte jusqu'à moi, il faut que les gens aillent jusqu'à mes DM. Et même mes DM, c'est rarement moi qui gère. Donc, il y a vraiment un très gros filtre. Donc, de moins en moins, ça remonte jusqu'à moi quand il y a un bad buzz. À une époque, ça m'arrivait en pleine face. Et je me prenais, des coups de stress, des coups de machin pour le moins de trucs maintenant. Enfin, dès que je crée un contenu, tous les mecs sont là, taguer l'AMF sous mes contenus en mode oulala, comme si je risquais d'aller en prison parce que je parle de crypto. Enfin, je m'en fous, ça me fait vraiment plus rien.
Ça me fait plus rien. Donc, c'est beaucoup plus... Il faut que le bad buzz soit beaucoup plus gros maintenant pour arriver jusqu'à mes oreilles. Donc ça aide beaucoup. Et aussi, franchement, je commence à avoir un peu d'antériorité. Donc, ma boîte, elle est hyper stable. Ma communauté, elle est très stable. Elle est en croissance continue. Donc, je me sens aussi plus détendue par rapport à ça, je pense. Ouais, c'est clair. Puis, franchement, maintenant, des mecs qui râlent... Je pense qu'il y a un truc sur l'argent achète la paix. Je me dis tout le temps, tu sais, je gagne tellement d'argent maintenant que ils peuvent cracher sur ma gueule si ça leur fait plaisir. Ça changera rien qu'ils sont soit jaloux, soit pas contents que je sois là, mais qu'en attendant, je suis là, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça m'aide. Alors qu'avant, j'étais un peu plus insécure, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que t'es plus sereine aussi. Ça aide. L'argent fait énormément partie de ma sécurité. Ouais, c'est un truc très très important pour moi. Je comprends. Il y a cette fameuse phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Mon mec, il dit toujours, moi, je préfère pleurer dans une Porsche que dans une Twingo. Il a raison, hein. Maintenant, quand j'ai des bad buzz et que, tu sais, je suis un peu... ça m'est arrivé quelquefois d'être triste. Genre, j'ai une de mes potes, Nina, je l'adore. Elle me dit, mais Caro... Nina Rennes ? Oui. Elle était là ce matin. Mais tu rigoles. Non, c'était notre première invitée. C'est tellement drôle. Coup de cœur. J'ai adoré cette nana. Ah oui, c'est une de mes meilleures copines. Et elle me dit tout le temps, mais Caro, sèche tes larmes avec tes billets de 500. Ah putain. Oui. Non mais je suis d'accord. En fait, si t'es pas bien avec toi-même, dans tes baskets, dans ta vie, avec ton entourage, et que t'as de l'argent, ah oui, ça c'est sûr, tu vas pas t'acheter un entourage, de l'amour et du bien-être intérieur avec de l'argent. C'est certain. Mais si t'es déjà bien dans ta vie, tu peux te payer une psy, faire du sport. C'est pas faux. Tu vas avoir plus les moyens de mettre des moyens en place pour avoir des bonnes conditions de bien-être. C'est tout à fait vrai. Donc ça se tient pas ce que j'étais en train de dire. C'est mitigé. Ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant cette notion d'argent. L'argent obsède la société, l'argent obsède les gens. C'est un truc de ouf. Bah ouais, après, pour le coup, moi, j'avais vraiment pas d'argent quand j'étais petite. Et pour pas d'argent, on nous a appris à pas faire de bruit dans la maison quand les huissiers viennent taper. Donc c'est ça le niveau de pas d'argent. Et genre, je sais très bien à quel point avoir de l'argent, ça change tout, quoi. Ouais. Ça t'achète vraiment énormément de sécurité. Enfin, pour moi, c'est des conneries qu'on dit aux gens pour pas qu'ils essayent de gagner plus d'argent, de dire ça sert à rien, l'argent fait pas le bonheur. Genre, ouais, ok. Enfin, moi, je suis quand même beaucoup plus tranquille dans ma vie depuis que j'en ai de l'argent. Mais c'est un peu ce qui se dit, c'est si t'as jamais été dans la merde financièrement, tu peux avoir ce discours. En fait, c'est aussi une phrase de... Pas de riche, mais de... C'est genre, on s'en fout de l'argent. Ouais, tu dis ça parce que t'en as toujours eu. Voilà. Parce que sinon, on s'en fout pas. C'est ça. Parce que t'en as jamais réellement manqué. Mais c'est ça, voilà. Bien sûr. Écoute, sur ces belles paroles, Caro, je t'invite à regarder cette caméra et je t'invite à passer un dernier message à nos auditrices et puis leur faire un petit au revoir. Ok. Eh bien, les filles, investissez en crypto. Non. Non, mais en tout cas, faites ce qui vous rend heureuse et prenez quand même en main vos finances. C'est hyper important pour votre liberté. Ouais, c'est vrai. De la manière dont vous voulez. Ouais, la manière qui vous rend le plus confortable et qui vous met le moins en danger, mais prenez vos finances en compte. Et formez-vous. Ouais, moi la première. Tiens, moi, je vais me former là. Je vais me former en finance personnelle. Merci les filles, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du podcast. Écrivez à Caro si vous avez envie. Ça sera peut-être elle ou pas qui vous répond, mais on vous répondra. Dites-nous en commentaire si vous regardez sur YouTube ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Et on se retrouve mardi prochain. Ciao, ciao. Salut Caro. Salut.